des lycées publics et des lycées privés du Grand Casablanca. Ne vous en faites pas, il y aura des invités à la table ronde. Hein. Je voulais simplement vous demander, pour que l'on puisse bien profiter de cette table ronde qui est faite pour vous, d'abord et avant tout, et pour augmenter l'intérêt que vous allez tirer de cette table ronde, nous avons besoin de votre compréhension, de votre soutien et de votre accord. Quels sont les éléments desquels nous avons besoin pour que ça puisse bien marcher? Nous avons besoin de silence pendant la table ronde. Nous avons besoin aussi que tous ceux et celles qui entrent dans la salle de conférence ne la quittent qu'à la fin de la conférence. Parce que les déplacements et les départs pendant la table ronde mettent très mal à l'aise les invités. يعني ما نحتاج كاع نطلب منكم هذا الشيء وغديروا بوجهي. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous dire une chose. Regardez les personnes que nous avons invitées pour vous. Il y a des personnalités très notoires au Maroc. Il y a Monsieur Rachid Moulabat, grande figure et grand chercheur marocain, membre du Conseil de la Culture du Maroc et ancien directeur du groupe Iskaoui. Il y a M. Hassan Al-Ma'alem, directeur de l'ESI, grande école marocaine faisant partie aujourd'hui des écoles auxquelles vous pouvez candidater à travers les classes préparatoires. Il y a un grand monsieur qui vient de l'INSEC, qui est directeur de diversité de contribution. INSEC, c'est une très très grande école partenaire du groupe Ilbilia. Elle a une présence à Bordeaux, à Paris, à Haute-Savoie et en Europe. Elle se développe aussi au niveau des relations de partenariat qu'elle déploie avec le groupe Ilbilia au niveau du Maroc. Et nous avons M. Senhaji Mohamed, qui est un excellent docteur, un excellent chercheur dans le domaine. Vous allez voir, il va parler concrètement de ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la production de l'e-éducation, de l'intégration du numérique. Donc, je vous remercie infiniment de votre gentillesse et de l'accueil que vous allez accorder à vos invités et pas à nos invités. Et je vous demanderai de ne quitter la salle qu'à la fin de la table ronde. Merci infiniment. Et deuxième table ronde de la troisième édition des JVE organisée par le groupe Ilbilia va aborder la problématique de la grande école, mais vue et analysée à l'aune des mutations apportées aujourd'hui par l'intégration du numérique dans la pratique enseignante et la pratique pédagogique. Nous avons tous au sein du groupe Ilbilia, et j'ai à titre de modérateur le plaisir et l'honneur de vous accompagner pendant cette table ronde avec quatre grands messieurs, quatre grandes figures que je voudrais d'abord vous présenter avant d'initier la réflexion et le débat avec vous. Donc nous avons monsieur Ibrahim Zouhaï qui représente l'INSEC en sa qualité de directeur. Nous avons monsieur Hassan Al-Ma'alem qui représente en tant que directeur une très grande école qui vous intéresse et qui intéresse les bacheliers les plus brillants parmi vous, à savoir l'ESI. Nous avons M. Senhaji, représentant une grande école d'ingénieurs, l'INSEAS, mais aussi présent sa qualité de chercheur qui s'intéresse effectivement à la problématique des technologies en général et du numérique en particulier. J'ai gardé pour la fin un grand monsieur, une grande figure que tout le monde connaît, monsieur le Moulabat, en sa qualité de grande figure et de chercheur, et d'un homme qui a été à un certain moment responsable
de l'une des très très grandes institutions de notre paysage universitaire et du paysage des grandes écoles au Maroc. Je ne trouverai d'ailleurs pas mieux que M. Mourabet pour initier la réflexion autour de la grande école. Simplement, avant de donner la parole à M. Mourabet, je voudrais que nous puissions voir ensemble le déroulement de la trame qui va organiser l'ensemble de la réflexion. C'est à titre indicatif pour structurer, encadrer toute la table ronde, mais ce sont des orientations qui peuvent varier en fonction des interventions du panel. Donc je cède tout de suite la parole à M. Mourabet qui va effectivement nous proposer une réflexion, un mot sur la grande école et sa relation avec la problématique du numérique. Bien, bonjour, je suis très content. Vous voyez, je suis très grand. Il a dit un grand monsieur, je suis très grand de taille. Je suis véritablement très content de me trouver ici parmi vous, dans cette école Elminia, qui, à travers ces manifestations, essaye non seulement de participer à la réflexion sur des sujets d'actualité et d'importance, mais aussi de vous donner la possibilité d'approfondir vos connaissances, de les élargir, de vous ouvrir les yeux pour que vous ayez demain non seulement une formation technique de qualité, mais aussi une culture générale à même de vous permettre d'accéder dans la vie professionnelle et dans la vie tout court dans les meilleures conditions. Donc il me soit l'honneur de vous parler un peu, d'introduire le sujet. Le sujet, comme vous l'avez vu, le nouveau paradigme numérique de la grande école est un sujet complexe. Si on vous le donnait demain au baccalauréat pour que vous puissiez écrire là-dessus, bon, c'est un peu délicat. C'est quoi un paradigme, d'abord, pour qu'il devienne nouveau? Ensuite, c'est quoi le numérique, hein? Donc il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser, et c'est comme ça d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, que vous devez faire à chaque fois que vous avez à traiter un sujet. À chaque fois qu'on vous donne un sujet, posez-vous des questions. Vous commencez par vous poser des questions. Et quand vous poserez les questions, vous avez répondu à moitié au problème, au sujet qu'on vous a demandé de traiter. Je ferme la parenthèse. Alors, nouveau numérique et nouveau paradigme, vous le savez, dans notre vie quotidienne, nous le remarquons, le numérique a connu depuis quelques années, ici et d'abord ailleurs, avant ici, a connu un essor très important. Un essor, je dirais, sans précédent. Certains s'en offusquent, n'aiment pas l'invasion du numérique. D'autres s'y accommodent. Bon, après tout, bon, c'est comme ça. Et certains s'y enthousiasment. Donc ils veulent vraiment embrasser cette évolution, cet essor, pour l'accompagner. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre position, le numérique est une donnée incontournable avec laquelle tout le monde doit composer. Mais un peu de sémantique. Il faut savoir que la terminologie a évolué. Hein, les mots qu'on utilise en la matière ont évolué au fil du temps. Dans les années 80, on parlait d'informatique. On disait l'informatique tout court. Puis, on a commencé à parler des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et après, on s'est dit, bon, c'était les nouvelles. Après quelques années, pourquoi on les appelle nouvelles? Elles sont plus nouvelles, elles ont vieilli.
elles ont évolué. On va enlever le N. Ou les TIC, hein, les technologies de l'information et de la communication. Et quand il s'agit de l'éducation, on parle de TICE. On ajoute le E pour signifier l'éducation. Aujourd'hui, on parle de numérique. Après, voilà, des technologies de l'information, des technologies, on parle de numérique. Tout ça pour vous dire que quand on utilise le terme numérique, de manière générique, ça regroupe l'ensemble de ces expressions qui ont évolué avec le temps. Donc il inclut à la fois ce numérique, les pratiques sociales, ce que nous faisons nous-mêmes du matériel et des outils informatiques. Ça inclut les infrastructures techniques. Vous voyez, dans le centre informatique, ici, vous avez des ordinateurs, vous avez des boîtes, etc. Vous avez quand vous voulez vous inscrire ici à Nbilia, je pense que vous inscrivez sur ordinateur, donc il y a la partie support d'inscription. Je pense que vous pouvez accéder au contenu de vos cours à travers justement le support numérique. Vous avez quelques cours qui sont, je dirais, qui vous sont transmis à travers l'utilisation du numérique. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes 4 grands monsieur par la taille. Nous parlons du numérique. On a le numérique, ça c'est une petite parenthèse, parce qu'on n'est pas up to date. Mais je vous dirai ça pourquoi. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, la maladie numérique. Je pense que vous avez compris ce que ça veut dire numérique. Hein. Cette évolution de la terminologie ne s'est pas faite de manière simple. Elle s'est accompagnée d'une évolution dans les besoins pédagogiques. Hein? Plus l'informatique, les nouvelles technologies, les numériques évoluaient, plus les besoins et les propositions de support numérique pour la pédagogie évoluent également. Alors, avant de rentrer dans le détail, parce qu'il faut que je laisse aussi la parole à mes collègues qui sont plus spécialistes que moi dans un certain nombre de questions, vous êtes d'accord avec moi, le numérique, ou ce que je peux résumer en caricaturant les écrans. Les écrans nous ont envahis. Nous sommes envahis d'écrans. Vous avez l'écran de télévision, l'écran portable, l'écran de l'iPad, cinéma, il n'y a que des écrans partout. Notre vie est devenue envahie par un certain nombre d'écrans. Hein? Nous sommes devenus en quelque sorte dépendants. Hein? Nous sommes dépendants de ces outils numériques, mais ça agit aussi sur la qualité de nos rapports. Moi, il m'est souvent arrivé d'être à table en train de manger et d'avoir ma fille à côté de moi en train de manger, mais qui ne mange pas avec nous. Elle est en train de chatter, de répondre à des SMS, je ne sais pas à qui elle répond, avec qui elle parle, elle est out of the record. On regarde la télé, elle ne regarde pas la télé avec nous. On est en train de parler, oui, qu'est-ce que... Elle fait 50 000 choses. Elle mange, elle répond sur le portable, et elle parle avec nous, elle fait tout. Hein, en un clin d'œil. Hein. Donc, la qualité des relations a changé. Quelqu'un vous parle, vous regarde dans les yeux, ça c'est très rapide et puis c'est très factice, c'est très épidermique. Les relations sociales ont changé à cause, ou la grâce pour certains, à ces outils informatiques. Il y a des aspects négatifs, hein, parce qu'un enfant peut s'enfermer, un élève peut s'enfermer dans sa chambre pendant 3 heures. Un de l'ordinateur dialogue, un de l'iPad, il a la musique, il chatte, il communique, il envoie des photos, il reçoit. C'est-à-dire qu'il peut rester sans vous voir, il n'a pas besoin de vous. Tout le monde peut rester s'enfermer tout seul. Donc la relation sociale va passer. Les gens ne s'ennuient plus. Il fallait aller chez sa tante, il fallait aller chez son oncle, il fallait aller avec ses parents là, ici ou là pour essayer de trouver l'acte, pour développer l'acte social. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. La problématique de l'intégration, je dirais harmonieuse,
du numérique dans notre société, de manière générale, est encore à définir. Mais ça, c'est un autre problème. Et il y a certainement des choses à faire pour que nous puissions à la fois profiter des nouvelles technologies, mais en même temps garder l'essentiel des rapports sociaux que nous avons entre nous, parce que c'est fondamental pour notre équilibre. Hein? Vous savez, les enfants qui travaillent beaucoup, qui sont dépendants des écrans, qui est l'agence de régulation des télécommunications, fait souvent des études. Et il faut savoir que combien il y a d'ordinateurs à peu près chez les ménages au Maroc? Il y a combien d'ordinateurs? Quelqu'un peut m'avancer un chiffre? 7. Hein? Minimum. 3 quoi? Non. Il faut savoir que le taux d'équipement des ordinateurs, des micro-ordinateurs, chez les ménages a atteint 43% en 2012. Hein? Un peu mieux que 2011 et un peu mieux que 2004, parce qu'en 2004, il n'était que à peu près 12%. Maintenant, on est à 43%. Beaucoup de foyers, le tiers des foyers qui ont des ordinateurs sont équipés plus que l'unité, c'est-à-dire ils ont à peu près un ordinateur et demi par foyer. Hein, ils sont multi-équipés. Mais il faut savoir que le portable, l'ordinateur portable, aussi existe dans beaucoup de foyers au Maroc. Hein. Il y a à peu près, il équipe 57% de l'équipement en 2012. Les tablettes, hein, vous savez ce que les tablettes ont aussi fait leur introduction en 2012, et il faut savoir qu'il y a à peu près 4 millions d'unités, 4 millions d'ordinateurs février. Il faut le savoir, 4 millions. Hein. Et il y avait 3,5 millions en 2011, à fin 2012, hein, je vous donne les statistiques fin 2012, je ne vous donne pas les statistiques en 2013, il y a à peu près 4 millions, on avance à peu près de 500 000, vous pouvez imaginer qu'on est à peu près là-bas, fin 2013 à 4 millions et demi. Mais disons, pour avoir juste les chiffres, c'est 4 millions à fin 2012. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous assistons, à une certaine, je dis bien une certaine, évolution positive, une certaine démocratisation de l'utilisation du numérique. Hein? Cette démocratisation de l'Internet, du développement grandissant des réseaux sociaux, il y a beaucoup de Facebook, il y a beaucoup de Twitter, il y a beaucoup de signes. Hein? Instagram. Exact, je ne vous le fais pas dire. Et le e-commerce aussi se développe. Les gens au Maroc commencent à acheter par ordinateur. Hein? Je vais vous donner d'ailleurs, qu'est-ce qu'on achète le plus sur les sites marocains par ordinateur? On achète plutôt l'électroménager. Hein? Les machines à café, les hein? 30% des individus ayant acheté en ligne, disons, sur les sites marocains, des produits. Il y a aussi les produits d'habillement. Beaucoup de femmes, même certains hommes, achètent des habits et des produits de mode sur Internet. À peu près 29%, dans 30%. Et on achète aussi le high-tech, tout ce qui est logiciel, des produits assez sophistiqués, on les achète également sur à peu près le quart, 25%. Alors, ça vous donne une idée, effectivement, sur l'évolution positive du numérique au Maroc. Mais il reste que la partie service de paiement mobile, pour effectuer des transferts ou des transactions, ça reste relativement limité. Il y a à peu près que 2% à 3% qui le font, parce qu'on n'a pas encore totalement confiance dans l'utilisation. Les gens rechignent à mettre leur carte de crédit, à donner le numéro, etc. Ils ont peur, hein, mais il n'y a que 2%. Mais il y a des gens qui règlent le plus souvent le téléphone, l'eau, l'électricité par Internet, ou là, par carte. Hein. Ils ne vont plus faire la queue pour le faire. Mais sachez que sur les foyers informatisés, etc., rien que le 5e qui emploie, qui utilise ces éléments,
disons, l'utilisation de ces éléments-là. Bien. Alors, une fois tracé ce cadre, je dirais, de l'informatique au Maroc, revenons maintenant sur le domaine qui nous concerne tous, qui est celui de la pédagogie, hein, parce que ça, c'est un élément important. Pour ce qui concerne le domaine qui est le nôtre, la pédagogie et la formation, il faut savoir que le numérique, bon, il faut savoir, disons, on le sait, parce que pour vous, bon, c'est plus simple, pour nous, c'est un peu, nous, on le sent, parce qu'on n'a pas évolué dans les mêmes, dans les mêmes conditions. Donc, le numérique offre des moyens importants pour l'enseignement. D'accord? Parce qu'il utilise des technologies qui facilitent la transmission du savoir et parce qu'ils permettent de construire, de vérifier, d'utiliser les informations et la connaissance et le savoir dans les meilleures conditions. L'école, quelle que soit cette école, qui veut être performante, qui veut évoluer, qui veut donner la chance à ses étudiants, à ses élèves de réussir leur vie, doit accompagner l'évolution, cette évolution du numérique. Le défi pour l'école, n'importe quelle école, est double. Il y a deux défis. Il y a d'abord, si ça ne vous intéresse pas, je peux m'asseoir. Moi, j'ai pas de problème. Hein? Si ça vous intéresse, ce que je dis, écoutez-moi. Supportez-moi encore 5 minutes. Je ne vais pas dépasser 3-4 minutes. Hein? Et je vais vous dire que ça aussi, c'est lié avec le numérique. Hein? Je vais vous dire un mot tout à l'heure là-dessus. Alors, le défi d'une école est double en matière de numérique. Elle doit intégrer le numérique dans une conception ouverte des pratiques d'enseignement et elle doit construire, et c'est ça le plus difficile, ce qu'on pourrait appeler une image de la connaissance. Une image de la connaissance qui fait place au lieu où se fabrique, où se crée effectivement, où se forge cette connaissance et la manière avec laquelle elle va se diffuser. Alors on parle de nouveaux paradigmes. Il faut que je vous dise pourquoi on parle de nouveaux paradigmes. Pourquoi? D'abord, à cause de vous, les élèves et les étudiants. Parce que vous êtes différents de ce que nous avons été il y a quelques années, très longtemps. Nous, on a été élevés avec l'école de la mémoire. Nous, quand on est tout petit, bon, peut-être même mes amis n'ont pas connu ça, mais on nous emmenait, nos parents nous emmenaient au MSID, jamais. Et comment on apprenait? On apprenait باللوحة بالصنصار وتنكتبوا المقطع ديال الآية. La tablette classique, le pas parler de la tablette numérique. Et qu'est-ce qu'on faisait? Quand on écrivait Loha, on passait toute la matinée à répéter ce que nous avons écrit. Donc, la méthode pédagogique qui était utilisée, elle était basée sur la mémoire. Et donc, sur la mémoire et sur la peine, parce qu'on se fatiguait. Et tu n'avais pas le droit d'être fatigué, parce que le frère était là avec un gros bâton, et tu devais être réveillé et répéter tout ce que tu as écrit pendant toute la matinée. Et quand la fin du cours s'approche, le mu'allim nous disait ou si jamais tu oublies chez Jumla ou chez Kalima, t'as faraq. Donc on avait une méthode pédagogique spécifique qui se basait sur la mémoire, qui se basait sur la peine et qui se basait sur la peur. Hadi, c'est un paradigme. Nous avons un nouveau paradigme. Là, je vais essayer de vous faire la comparaison d'il avant, après. Hein? C'est un peu loin. Alors, vous êtes les enfants du numérique. Déjà, là, si nous voulons enseigner pour vous un certain nombre de choses, il faut qu'on tienne compte de cette réalité. Donc on doit faire un effort pour être up-to-date avec vous. Vous êtes plus en avance que nous en matière de numérique.
la connaissance, on a la connaissance, les méthodes, etc. Mais on n'a pas, on n'a pas. Si on ne s'y intéresse pas, mais les enseignants font des formations, ils s'y intéressent. La majorité d'entre eux, maintenant, ils utilisent les outils. Ah, attention. Mais c'est un effort supplémentaire qui est demandé aux enseignants. Trouver, maîtriser les outils, maîtriser les nouvelles pédagogies, intégrer les cours et les exercices dans le cadre pédagogique. C'est très compliqué. Le Mkhayyar Fina, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est la panacée, c'est la porte d'entrée immédiate pour nous dans le numérique. Au-delà, point de salut, chaque enseignant, comment il évolue par rapport à ça. Donc vous, étant des enfants du numérique, vous constituez un nouveau paradigme pour les écoles. Le deuxième élément, c'est la multiplication des sources. Quand vous aviez un sujet, vous alliez à la bibliothèque. Si vous trouvez un livre ou un demi-livre sur le sujet, maintenant, vous rentrez sur l'ordinateur, vous cliquez, vous avez tous les sites du monde qui s'ouvrent devant vous. Donc les sources d'information se sont multipliées. Ça, c'est un nouveau paradigme aussi qui complique la donne. Le lieu d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre sans venir à l'école. Avant, on ne pouvait apprendre qu'en allant à l'école. Si tu veux apprendre, tu dois aller à l'école. D'abord, tu peux rester chez toi avec ton ordinateur, les sites, tu photocopies, tu peux faire ce que tu veux. Les lieux du savoir, télévision et télévision. La chaîne 4, encyclopédie, la chaîne histoire. Il y a beaucoup de chaînes de télévision qui te font de la formation. Il y a quelque chose, l'étudiant ou l'élève la connaît déjà. Le savoir est devenu trop rapide. L'équilibre entre les matières a été complètement chamboulé. Alors, je vais faire avant-après, comme je vous l'ai dit. Alors, le lieu d'apprentissage, je vais faire vite. Lieu d'apprentissage. Avant, c'était l'école, la famille, ou les pères, les gens qui nous entourent, qui nous parrainent, etc. C'était les lieux d'apprentissage. C'est là où on apprenait. Ton parrain, ou ta famille, ou ton école. D'abord, tout cela, la formation, le lieu d'apprentissage, se trouve en dehors des lieux conventionnels. En dehors. Les sources, je vous l'ai dit, avant c'était des manuels, maintenant c'est des documents sans filtrage. Qu'est-ce que ça veut dire sans filtrage? La majorité d'entre vous, quand ils veulent faire une recherche, qui me chient Wikipédia. Vrai ou pas? Wikipédia. C'est ce qu'on appelle l'auto-édition. C'est le self-publishing. C'est-à-dire, chacun peut ajouter quelque chose avec l'explication de Wikipédia. Mais qui la contrôle, cette information? Qui est le garant que cette information qui est sur Wikipédia est vraie? Elle est juste, elle est fausse? Personne. Avant, non, vous le direz tout à l'heure les questions. Avant, on avait un livre. Le livre, il passe par un éditeur. L'éditeur, il est répertorié. Il a des normes. Tu ne peux passer le livre, l'éditeur, il a corrigé, etc. Mais quand il t'édite le livre, c'est une référence à laquelle on peut s'adresser. Donc déjà, vous voyez que les choses ne sont plus les mêmes. La transmission, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se basait sur la mémoire, sur le transfert du savoir. Le maître, le oustad, ya'rif, wa tilmid ou la ya'rif. Et le savoir se transmettait dans ce sens. Je sais et vous ne savez pas, je vous enseigne. C'est plus vrai. C'est plus vrai. L'oustad, là, ya'rif kull shay, et les étudiants savent beaucoup de choses. Parfois, chez souvent, parfois. Donc, l'étudiant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à des mémoires auxiliaires. Moi, je le vois avec mes enfants. 15 fois 2,
il prend l'ordinateur, 15 fois 2, 30. Qui fait 30? Tu n'as pas à prendre l'ordinateur. Donc il utilise une mémoire centrale, il ne veut plus utiliser son esprit dans des choses, et que nous avons ils ne veulent plus faire ça. Vous connaissez le sketch de Gad Elmaleh? Je me demande parfois, on nous a enseigné des choses à l'école qui ne servent à rien. Vous imaginez la racine carrée de... Qu'est-ce que vous allez trouver quelqu'un dans la rue qui va vous dire « Dites-moi quelle est la racine carrée de 25 ?» Je ne sais pas pourquoi on nous a appris la racine carrée de 25. Bon, c'est une exagération. Mais tout n'est pas utile. Tout n'a pas une valeur utilitaire. Mais il a une valeur conceptuelle. Faire travailler son esprit. Hein, c'est un rodage de l'esprit. Je vous ai parlé de Gad Elmaleh, je reprends. Ça, c'est de la pédagogie. Hein. Et puis, il y a un autre point, c'est le rythme. C'est le rythme d'acquisition du savoir. Le rythme. Le rythme, avant, c'était lent. Chouïa. On prenait le temps d'apprendre chaque chose. Le rythme était lent. On répétait. Il était répétitif. Je dirais même qu'il était ennuyeux. Et je vous ai dit tout à l'heure, on prenait de la peine. Et il y avait même parfois la sanction négative. D'abord, le rythme, il faut qu'il soit rapide. Tout le monde veut la rapidité, le fun. En plus, c'est quoi le fun? C'est une fois m'enseigner quelque chose, qui t'a dit, des images, de la vidéo, de la musique, etc. Donc il y a cette... la durée. L'effort, alors là, l'effort, c'est la chose la plus négative. L'effort est banni. Les étudiants, les élèves, m'approchent de monde. Ils ne veulent que consommer, que récolter. Le strict minimum. Je vois avec mes enfants. Ils ont des devoirs. La question du prof, il a dit, il répond à la question, il ferme le livre, il le livre. Il faut lire. Lire avant, lire après, approfondir. Rien. Ils ne font que le strict minimum. Donc, dans ce système pédagogique, avec une cible qui a changé, avec des éléments de la pédagogie qui ont changé, il devient très difficile pour une école de pouvoir transmettre un savoir de qualité aux élèves ou aux étudiants. Alors, il faut intégrer. Comment faire pour retrouver l'équilibre du savoir? Je ne vais pas répondre à cette question, mes collègues le feront. J'ai essayé uniquement de vous tracer le décor. Je vous ai parlé de ce qu'était le numérique, comment il a évolué. Je vous ai dit comment était la situation du Maroc. Et je vous ai dit le paradigme, pourquoi c'est un paradigme, pourquoi c'est une problématique. Parce que les données ont changé entre avant et maintenant. Vous avez changé. Nous, c'est très difficile pour nous de changer, mais on fait des efforts. La matière, le contenu de la pièce, le canal de transmission a changé. Les méthodes pédagogiques ont changé. Donc il y a un effort très important pour améliorer le système pédagogique en intégrant le numérique. Tous les établissements y gagneront parce que, un, on va former des citoyens de qualité. Deux, on va favoriser l'employabilité. Et trois, on va préparer l'économie de demain. Et vous, vous avez un rôle très important à jouer dans ce cadre. Si vous voulez avoir une formation de qualité, si vous voulez avoir la possibilité de travailler dans les meilleures conditions, si vous voulez être ou devenir des citoyens complets, vous avez intérêt à utiliser toutes vos connaissances dans le numérique, que vous employez en grande majorité pour le jeu, pour les amusements, pour la musique, pour les rapports sociaux. Si vous utilisiez tout cela dans le sens de l'apprentissage, de la pédagogie, le savoir et la connaissance, vous deviendrez des étudiants, des élèves de qualité
Et je vous remercie. Je vous remercie, M. Mba. S'il vous plaît, dans la salle, il y a eu un engagement tout à l'heure. Il faut le respecter par politesse pour les intervenants d'abord. On ne peut pas se déplacer, bouger pendant la conférence ou la table ronde, s'il vous plaît. Donc, je remercie infiniment M. le Marabut pour cette mise en situation, ce cadrage du sujet. Je voudrais prolonger la réflexion en allant vers l'intérêt qui est le leur. Je vais être l'ambassadeur de ces étudiants. Il y a une question qui se pose tous. Et je la pose à votre place, à nos invités. Question toute simple, mais essentielle pour eux. Quelle est la différence entre l'université et la grande école? C'est Malem, allez-y. Bonsoir tout le monde. Vous avez toujours la volonté et la force de nous supporter à la fin de la journée. Je crois qu'on va essayer de partager l'essentiel avec vous. J'aimerais personnellement vous écouter parce qu'on est venu pour vous répondre, pas pour faire des speeches. Alors c'est quoi la différence entre l'université et la grande école? Mais je crois tout d'abord, c'est la masse. C'est un enseignement de masse. Vous êtes dans des amphis et à l'école, on est dans l'élite. L'élite, c'est déjà le nombre réduit et c'est déjà une élite par la sélection, à travers la sélection. Et là, je parle de l'université marocaine. Comme vous le savez, à l'université, à la faculté, l'accès est libre. Du moment où vous avez votre bac, qu'il soit un 16 ou un 10, vous avez droit à une place pédagogique, une inscription. À l'école, ce n'est pas le cas. Il y a une sélection en amont qui parfois passe par plusieurs étapes. Donc, ce n'est pas la masse, c'est l'élite. Et aussi l'enseignement qui est différent. Il est différent déjà par la pédagogie, puisque c'est une pédagogie individualisée. Il y a une suivi personnel. Si je parle de mon école, nous avons parfois des groupes de 20 personnes, 20 étudiants. Je peux vous dire que le professeur connaît chaque étudiant par son prénom, par son nom, il connaît un peu ses difficultés, il connaît ses loisirs, et il devient presque son ami. Il y a du respect, mais presque son ami. Il peut l'accompagner. Ça veut dire que à l'université, le cours, il est magistral, dans le sens où je fais mon cours, peu importe ce que vous avez retenu. À l'école, le professeur est un acteur. Retenez ça, c'est important. Le professeur d'aujourd'hui est un acteur. Et si vous me permettez, monsieur le modérateur, je saute sur l'occasion pour un petit peu aller rapidement vers le numérique, donc la formation e-learning à travers le numérique aujourd'hui. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, tous les cours, si vous avez un peu le temps d'aller sur les grands sites, les grands portails, les grandes universités dans le monde, MIT, Stanford, Cornell et Harvard et j'en passe, je m'amuse de temps en temps à le faire, vraiment, le professeur est devenu un acteur. C'est Gad Elmaleh, dont Mrat a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le professeur à l'école doit être un acteur qui est capable de capter l'audience. Parce que l'audience, elle réagit très mal quand quelque chose sur une thématique qui vous intéresse. Si je commence à vous dire que nous sommes à Casa, Casa se trouve ici, elle contient, ça va vous désintéresser, vous allez couper l'écoute. Surtout que vous êtes une génération de numérique, de Wi-Fi, de connexion, donc vous êtes capable de couper la connexion et de vous brancher sur autre chose. Donc à l'école, il y a ce suivi. Et quatrième élément, et je m'arrête là pour laisser la place aux collègues pour dire peut-être autre chose, il y a la professionnalisation. Les collègues n'aiment pas quand je parle de ça. Au sein des grandes écoles, nous avons ce qu'on appelle la formation professionnelle. Pas dans le sens bac plus 2, bac moins quelque chose, mais dans le sens une formation clé en main. Ça veut dire que vous êtes opérationnel le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'université, vous avez un enseignement fondamental. On vous prépare à la connaissance. Vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez, mais pour être opérationnel, il faut se spécialiser ou aller faire un stage ou une période d'insertion. Au sein des écoles, nous n'avons pas ça.
nous n'avons pas droit à livrer un produit qui n'est pas fini. Ça veut dire qu'on professionnalise et quelqu'un qui quitte l'école est capable, j'exagère parfois, mais est capable d'être opérationnel juste après son insertion dans le monde professionnel. Je crois que M. Benbrahim qui voudrait apporter des additifs et des compléments. Oui, merci pour cette intervention. Effectivement, je me reconnais tout à fait dans les termes qui ont été employés pour donner déjà une première différenciation, une première dichotomie entre l'université et la grande école. J'ajoute pour effectivement être moi-même un produit, prépa plus grande école et aussi troisième cycle universitaire, ce qui m'a permis de goûter un peu aux deux mondes, évidemment de confirmer tout cela. Et moi-même, je travaille depuis plus de 20 ans maintenant dans l'univers des grandes écoles, et je peux dire que effectivement, l'un des principaux points sur lesquels je vais insister, c'est celui que vous avez évoqué en dernier lieu, c'est-à-dire la professionnalisation. Lorsque vous êtes à l'université, vous êtes en effet, à peu de choses près, livré à vous-même. Il faut avoir du caractère, de la détermination pour réussir à l'université. On peut réussir brillamment à l'université, avec des carrières exceptionnelles, mais dans la mesure où on est fait pour le travail en autonomie, l'autoresponsabilisation et le goût pour la chose académique. Quand on cherche, comme beaucoup d'entre vous, une voie pour accéder à un projet professionnel, c'est vrai que la grande école reste un choix qui s'impose de lui-même. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'étudiant qui entre en grande école chez nous, enfin, nos écoles, qu'elles soient de commerce ou d'ingénieur, est pris en charge. Il est suivi, il est encadré et il est surtout accompagné. Une des grandes différences qu'on va noter entre la grande école et l'université à ce propos, c'est les périodes obligatoires de professionnalisation qui existent dans nos programmes. À savoir que dès l'entrée dans le cycle grande école, vous avez des stages à effectuer, que ce soit des stages en laboratoire, des stages en entreprise, surtout des stages en entreprise. Ces stages sont de plus en plus internationalisés. On vous demande, dans les écoles d'ingénieurs, notamment, j'ai mon fils qui fait les arts et métiers par exemple, mon fils aîné, et aux arts et métiers, on leur demande obligatoirement une période de professionnalisation à l'étranger. Dans nos écoles de commerce, c'est plus habituel, c'est plus courant. Il y a un service assez étoffé qui n'existe pas en entreprise, enfin en université je veux dire, qui est un service stage et relations entreprises, qui souvent emploie plusieurs personnes. Ça veut dire que le problème est un problème important et qui nécessite beaucoup d'encadrement. Un étudiant qui va faire un parcours de grande école va le faire avec une période de professionnalisation, que ce soit stage en entreprise, que ce soit travaux de groupe sur des thématiques professionnelles à l'intérieur de l'école ou toute autre forme de lien avec le monde économique et le monde de l'entreprise. Il va le faire tous les ans jusqu'à la fin de son parcours. Ce qui fait qu'en sortant, je ne parle même pas des années de césure qui ajoutent une année complète tournée en général vers un projet professionnel et professionnalisant, et vous comprendrez que à la différence d'un lauréat d'université, un diplômé de grande école sort déjà avec plus de 12 mois d'expérience professionnelle sur un cycle de 3 ans. Et on aura peut-être l'occasion, parce que je vais m'arrêter là pour l'instant, de parler aussi de l'impact du numérique sur cette approche professionnelle, et je vous donnerai quelques exemples d'expériences que nous menons au sein du groupe INSEC sur le plan justement de l'introduction du numérique dans le parcours académique et dans le parcours professionnel des étudiants. Et merci. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie parce que là j'ai une transition, je vais aller vers Sisn Haji. Monsieur Benbrahim pose la possibilité de réfléchir par la suite sur l'apport des technologies de l'information et de la communication et leur manière d'impacter aujourd'hui la grande école. Monsieur Snahaji, dans quelle mesure aujourd'hui, au niveau de votre expérience concrète à l'INSEAS, il y a effectivement une influence, c'est votre domaine, c'est le domaine de spécialité de cette école, il y a
une influence, une valeur ajoutée, une augmentation de la puissance pédagogique qu'a une école comme la vôtre, dans la transmission, dans l'accompagnement et dans les travaux de recherche aussi que mènent vos étudiants. Merci beaucoup, c'est Machine. Oui, bien sûr, pour comprendre la situation actuelle, disons, en état en matière de numérique, bon, il faut voir un peu l'histoire de l'informatique, comme ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. C'est une science très jeune, elle n'a même pas 60 ans, et la matière d'informatique est enseignée que depuis 30 ans. J'ai fait mes études en France en 81. C'était la première fois qu'une matière qui s'appelait informatique a été introduite dans les cours. Et l'informatique a connu 4 grandes mutations pendant ces 50 ans. Disons, à partir des premiers ordinateurs qui est des années 55, l'ENIAC qui avait la taille de cette salle, on est maintenant avec des smartphones qui ont une puissance 10 fois plus que le premier ordinateur. En parallèle de ça, il y avait aussi des mutations au niveau des télécommunications. Donc on est passé de la première génération des téléphones portables des années 90 avec lesquels on passait des communications vocales. Maintenant on est à la 4e génération. Donc on est passé à la 2e génération pour la connexion, 3e génération pour pouvoir naviguer sur des smartphones, qui est le cas pour nous ici au Maroc. Et en Europe, ils sont à la 4e génération pour carrément avoir la qualité télévision sur des terminaux. Donc grâce à toutes ces mutations technologiques, bien sûr, avec la nouvelle génération des jeunes, la génération Facebook, comme ce qu'a dit tout à l'heure M. Mohamed, bien sûr, les élèves, les étudiants, ils ont, dans certains cas, ils ont dépassé leurs professeurs. Avec l'abondance de l'information, avec leur, disons, aisance pour manipuler les outils technologiques, et par conséquent, bien sûr, il a fallu introduire ces notions dans l'éducation actuelle pour que, bien sûr, pouvoir acquérir ces jeunes. Bon, bien sûr, nous, ici au Maroc, on parle encore du e-learning, e-commerce, e-gov, mais bientôt on dépassera ce stade pour aller vers les M-gov, qui est l'implémentation de ces technologies sur des mobiles. Parce que la 4e génération des smartphones, c'est carrément un ordinateur et on peut tout avoir sur son smartphone. Donc on parle du M-gov, du M-learning, ainsi de suite. Et les applications qu'on développe pour les mobiles n'ont rien à voir avec les applications qu'on développe sur des postes fixes. Parce que si l'application n'est pas prévue pour le mobile, elle ne peut pas tourner. En ce qui concerne le e-learning, bon, bien sûr, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Il n'a pas que des avantages. Bon, bien sûr, l'apport est plus important par rapport aux inconvénients, mais il y a... Bon, bien sûr, en matière d'avantages, c'est... la personne peut apprendre à son rythme, parce qu'il y a des étudiants, bien sûr, qui peuvent apprendre rapidement, d'autres il faut un peu plus de temps. Donc le fait de pouvoir avoir un cours en ligne, il peut le revoir, il peut revoir les parties qu'il n'a pas compris. Il y a aussi des fois des étudiants qui n'osent pas parler en public, il ne peut pas poser des questions, il est timide, mais devant sa machine, il est très bavard. Il est plus à l'aise, il peut poser des questions. Bon, aussi, on peut enregistrer des cours sur les plateformes. Seulement, bien sûr, un cours en ligne n'a rien à voir avec un cours en présentiel. Parce que ça, c'est aussi une autre difficulté. Il faut que les profs puissent suivre pour pouvoir scénariser leurs cours, les mettre en ligne, modifier des parties de leurs cours pour qu'ils soient à la portée des étudiants. Parce que par expérience, un cours en classe, les cours se font en 2 heures, mais un cours en ligne, il ne faut jamais qu'il dépasse 30 à 35 minutes, 30 à 40 minutes. Disons, nous, on a, à l'INSIAS, on a participé à 2 grandes expériences. Disons, la première expérience, c'est l'université Medinetio, Mediterranean Network University, qui regroupe à peu près plusieurs universités, 11 pays méditerranéens. Au Maroc, on fait partie de ce réseau, nous et l'université Traveria de Marrakech. Et c'était notre première expérience, c'était en 2005.
il y avait un certain nombre de profs qui ont enregistré les cours dans cette université et les profs n'ont pas adhéré tous au début à cette expérience. Il y avait 5 profs qui ont adhéré et la majorité des profs étaient réticents. Ils ne voulaient pas enregistrer leurs cours. Et c'était une première expérience réussie. Il y a même des cours qui sont sur la télévision Rai 1. Et au niveau des inconvénients, bon, c'est les relations sociales, comme ce qu'a dit tout à l'heure, la messagerie, c'est un inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est les informations qu'ils vont chercher dans les réseaux sociaux. Des fois, ces informations peuvent être erronées. Et c'est la raison justement pour laquelle dans les plateformes qu'on a à l'université, c'est que les cours sont filtrés. Il y a même une commission, on a créé un centre, le e-learning center, qui permet justement de pouvoir étudier, assister les professeurs pour pouvoir mettre leurs cours en ligne. Et on a des cellules techniques aussi pour pouvoir aider ces professeurs. Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces plateformes? Bon, bien, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Bon, il y a le contenu numérique, les vidéos. On peut mettre des forums pour permettre aux étudiants de débattre sur certains thèmes. On peut même leur permettre de mettre leurs devoirs sur ces plateformes. Et bien sûr, avec un guideline, ainsi de suite. Il y a aussi la possibilité de mettre des wikis, comme le Wikipédia. Et nous, à l'INSIAS, on a des profs qui permettent d'enrichir leurs cours, justement, avec ces wikis. J'en ai tous mes cours, j'ai des wikis, et j'apprends aussi avec mes élèves, hein, parce que des fois, ils tombent sur des cours des universités américaines, européennes, et ça permet d'enrichir le cours. On peut faire aussi des évaluations online ou en différé, et comme le nombre d'étudiants est important, il y a un autre problème aussi qui se pose, c'est l'encadrement des étudiants. Parce que de la même façon que pour le présentiel, on peut travailler avec des groupes d'étudiants limités, la même chose pour le e-learning. Donc nous, on est plusieurs profs et on se partage des étudiants, chacun les encadre, que la qualité d'encadrement soit professionnelle. Donc, je pourrais en dire plus si les étudiants... Je vais faire Je voudrais d'abord remercier Cesnaji pour la pertinence et la clarté de cet exposé de synthèse sur ce qui, effectivement, aujourd'hui, sur l'histoire d'abord de cette évolution, sur ce qui se fait, et sur les risques aussi, parce qu'il faut avoir ce rapport critique avec ce qui peut parfois être aussi un effet de mode, mais il faut l'analyser avec beaucoup de sagesse et de précaution. Je voudrais, pour que l'on puisse leur accorder du temps pour poser des questions, aller vers les débouchés et les profils. C'est deux thématiques assez proches. Quels sont demain, sous l'effet des nouvelles technologies en général et du numérique, quels sont les métiers qui pourraient être intéressants pour eux? Et quel type de profil faut-il former pour ces métiers de demain? Merci. Merci. Je crois que là je vais parler de mon école, c'est un peu l'objet de ce contact. Je crois que c'est un peu en retard de dire que les métiers de demain, 13 ans sur 20, releveront des domaines de l'information, des métiers de l'information. Je ne parle pas de journalisme. Les métiers de l'information, ça veut dire le service et tout ça. Et la plupart des métiers, à peu près 14 sur 20 des métiers que nous avons aujourd'hui, vont disparaître. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est déjà en train de former pour demain. Alors je reviens à mon école. Nous sommes une école des sciences d'information. C'est très difficile parce que, à expliquer aux jeunes, parce que nous avons quand même cette appellation qui vient de la France. Hein, mais si je reviens un petit peu au rapport avec la culture nord-américaine, notamment les États-Unis, on les appelle aujourd'hui high schools, hein, c'est information schools. Ça veut dire que c'est des écoles qui s'occupent des métiers de l'information. Et donc, si on compare
ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et tout à l'heure, un enseignant dans la première table ronde en a parlé, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les métiers de la grande industrie. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus, si on regarde les États-Unis, 79% du chiffre d'affaires des États-Unis, il vient des métiers de service. Ils ont laissé, à part l'armement, ils ont laissé la grande industrie aux autres. Donc ils sont dans les métiers de service. Si on regarde un peu ce qui se passe à travers le monde, tous les métiers qui sont rémunérés aujourd'hui relèvent de l'information, des métiers d'information, donc je dirais des métiers de la connaissance et du savoir. Parce que tout, si je dois schématiser, parce que je sais que là je complique un peu les choses avec ces définitions, si on prend un produit, n'importe quel produit, un smartphone, une bouteille d'eau, une voiture, qu'est-ce qu'il y a dans sa conception? 80% c'est de l'information. Si on prend un téléphone, tout ce qu'il y a dedans pour le construire, c'est un savoir, c'est de la connaissance. Vous me donnez la formule, je le fabrique. Si on prend un Samsung, vous me donnez la recette, je le fabrique. C'est comme la cuisine. Maintenant, si on prend ce qu'il y a dedans, il y a un peu de plastique, un peu de métal, un peu de verre, il n'y a même pas 5% du prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est véhiculé autour de tout ça, c'est l'information, c'est la connaissance. Et donc, aujourd'hui, notre école s'est spécialisée depuis des années. Nous sommes déjà nous avons formé déjà 3600 lauréats. Et ils sont tous dans le domaine, si vous voulez, qui ont trait à l'information et à la connaissance, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle d'économie immatérielle. Aujourd'hui, même les entreprises, je parle sous le contrôle de Semrat, qui relève quand même d'une école de gestion qui fait attention à ça. Aujourd'hui, même dans la comptabilité, quand on comptabilise les immobilisations, on ne tient pas compte que des immobilisations en dur, en bien du dur, mais beaucoup plus de tout ce qui est connaissance, parce que si on prend cette institution, cet établissement, on peut prendre ses professeurs et aller même sous une tente caïda et former. Alors que si on garde les immeubles sans la matière grise, on n'a pas cette institution. Merci beaucoup, monsieur Manet. Je ne sais pas si... Et je crois, bon, on les écoute, nous sommes là pour ça. Nous allons faire circuler des micros si vous avez... si vous avez certainement des questions. Les vieux. Si, bien sûr. Ouais, كل شيء وليداتي مرحبا وخا كبير مالك. مرحبا سيدي مرحبا. لا. أنت عطيني Alors bonsoir, je vous remercie tout d'abord pour cette intervention et je voulais juste vous poser comme question, en fait aujourd'hui nous parlons juste du cycle supérieur. Pourquoi ne pas parler du lycée, du collège et du primaire? On parle aujourd'hui de l'émergence des nouvelles technologies, du fait que vous cherchez à automatiser ce système, mais pourquoi ne pas initier les enfants de leur petit âge à trouver une certaine facilité pour manipuler ces outils et les ancrer plus dans ce domaine-là? Bien, je vais répondre rapidement. Ce que je te propose, Zohel, c'est qu'on prenne 3-4 questions. On répond. Voilà, et comme ça, ça leur permettra de poser plus de questions et on aura beaucoup plus d'informations à leur communiquer. Bonsoir, je suis une élève de terminale S de Lyon africain et je voudrais d'abord vous remercier de votre présence et de votre intervention, vous tous. La question c'est concernant le e-learning, ne pensez-vous pas que c'est plutôt... il y a plus d'inconvénients que d'avantages en fait, parce que rester chez soi et essayer d'apprendre alors qu'on peut bien se déplacer et apprendre sur place. La concentration et la motivation de l'élève n'est pas la même. Voilà. Oui, vas-y. Donc je rappelle 2 questions essentiellement. Ça marche? Allez. Ça marche. Tout d'abord, merci
merci de nous avoir éclairés à propos du sujet. C'est un bon concept qui vise à nous faciliter la tâche. Cependant, ne pensez-vous pas que cela risque de créer en nous un certain fainéantisme qui risque par la suite de nous nourrir dans le monde de l'emploi? Bon, alors là, tu es bien servi, hein. 3 questions. La première, on répond à ces questions et on va prendre une autre série, d'accord? Donc, parce que la mémoire risque de flancher. Tu veux que je les rappelle? Non, c'est bon. C'est bon? On y va. Bien, je vais essayer de répondre assez rapidement pour donner aussi la possibilité à mes éminents collègues d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors, sur la première question, moi, je pense que la réponse est assez simple. On a eu quelques éléments, si vous étiez là ce matin pour la conférence d'ouverture, sur le fait que ce soit au Maroc ou ailleurs, on a cité des chiffres qui étaient très importants concernant justement l'équipement et l'introduction de toutes ces technologies dans l'école primaire. On a parlé, c'est M. Moutassabila, je crois, qui a évoqué ce chiffre de 2,5 milliards de dirhams. En France, on a un plan qui est de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. Tout ça pour notamment équiper et introduire le maximum d'écoles primaires dans l'ère du numérique. Et ça passe d'abord par un gros travail d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut amener les connexions à haut débit dans les écoles. Il y a un programme pour équiper les écoles primaires de tableaux numériques, de tableaux interactifs, qui permettent d'explorer bien au-delà de ce que M. Mourad a évoqué tout à l'heure et qui était l'iPad d'il y a 50 ans, l'OHA. Et pour explorer effectivement beaucoup plus de choses. Donc non, ce n'est pas vrai. L'école primaire et secondaire ne sont pas oubliées. Au contraire, c'est par là que l'on démarre cette révolution du numérique. Simplement, c'est vrai que c'est plus facile de concevoir les applications du numérique pour les cycles supérieurs parce qu'on est beaucoup plus proche de la capacité de l'apprenant qui devient après un professionnel. On est beaucoup plus proche de cette capacité à utiliser le numérique et à transformer tous ces enseignements en pratiques professionnelles de pointe. Ça, c'était pour la première question. Et donc, j'ai oublié la deuxième, même si je me rappelle. La deuxième, est-ce que le numérique a plus d'inconvénients de l'avantage? Alors, la troisième, c'est ce que l'éducation ne va pas former des citoyens fainéants. Voilà. Donc c'est une question qui est absolument fondamentale, merci de l'avoir posée. Parce qu'effectivement, comme vous, puis comme tout le monde ici, on se pose des questions importantes. Le changement apporte toujours des questionnements importants. Et comme l'être humain a une résistance naturelle au changement, il se pose des questions et parfois il met en place des stratégies pour ne pas aborder le changement parce qu'il craint de le subir. Alors, les inconvénients qu'on peut évoquer effectivement du e-learning, ils existent bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je veux dire que simplement, la pratique fait naturellement apparaître les limites de tout système. Et les choses que l'on pouvait envisager conceptuellement, parce qu'on ne les connaissait pas, que ce soit les avantages ou les inconvénients, sont finalement dans la réalité différents de ce qui était imaginé. À savoir par exemple qu'on se disait, tiens, avec le e-learning, si on pousse le raisonnement loin, on va arriver à un enseignement totalement dématérialisé, déshumanisé. On n'a plus besoin du prof, ce qu'on disait il y a 10 ans, quand les prémices commençaient à apparaître, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire nous demain dans nos écoles, nos universités? On n'a plus besoin d'exister, en tant qu'enseignant par exemple, parce qu'il n'y aura plus besoin de salle, il n'y aura plus besoin d'amphi, il n'y aura plus besoin de prof. Il suffit qu'il y ait un écran. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite remarque pour attirer votre attention sur la signification de ce terme, et qui illustre bien justement les bons côtés et les mauvais côtés. Écran est un mot unique qui désigne deux choses aux conséquences diamétralement opposées. Un écran est une fenêtre sur, je dirais pas sur le monde, sur les mondes merveilleux et moins merveilleux qui existent autour de nous. Donc vous pouvez plonger dans des profondeurs abyssales de l'univers à travers un écran. Mais souvenez-vous que dans son acception première, un écran c'est quelque chose
qui est hijab. C'est quelque chose qui vous coupe, qui voile votre relation à votre environnement. Donc, dans ce sens-là, oui, l'écran est un voile parce qu'il peut mettre un frein à votre socialisation. Et d'un autre côté, l'écran, c'est une perspective exceptionnelle parce que ça vous permet d'explorer des mondes que vous n'auriez même pas imaginé auparavant. On parlait par exemple de recherche d'informations. Quand vous tapez une requête sur Google, qu'est-ce qui se passe? Google vous dit en 0,3 secondes, 1 200 000 pages peuvent être affichées, par exemple, sur une requête simple. Donc ça veut bien dire que ça dépasse nos capacités. Ça veut dire aussi que il ne faut pas avoir peur du progrès et de l'évolution, parce que les limites vont apparaître d'elles-mêmes. Et moi, je suis très confiant dans le fait qu'on ne pourra se passer ni des institutions, ni des enseignants. Et simplement, l'enseignant ne sera plus ce bonhomme ou cette bonne femme derrière son pupitre qui va débiter un savoir univoque, c'est-à-dire qu'il va... mais plutôt, ça va être un tuteur, un mentor, un guide. Et la relation avec un professeur, un maître, va prendre, à mon avis, encore plus de sens, puisque auparavant, le rôle du maître était aussi noyé dans le fait que, de toute façon, on en a besoin de ce maître, parce que, comme on le disait tout à l'heure, s'il n'y a pas des livres, s'il n'y a pas ce prof qui me fait passer le savoir, j'ai aucun moyen d'apprendre. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation unique et qui n'a jamais existé par le passé. Vous avez tout le savoir du monde à portée de doigt. Maintenant, il faut savoir ce qu'on va en faire. Et c'est pour ça que je dis aussi que la révolution du numérique, si bien sûr on l'aborde de façon intelligente, ne va pas vous entraîner vers la fainéantise ou vers la paresse, mais au contraire va vous amener à travailler beaucoup plus intelligemment. Et c'est ça que nous attendons aussi de vous, nous qui sommes de l'ancienne génération, qui avons du savoir, je ne dis pas le savoir, parce qu'il n'y a qu'un seul être, et vous savez, c'est Dieu, qui a tout le savoir. Nous avons du savoir, nous avons de la méthode, nous avons de l'expérience. Ça, c'est une manière un peu coquette de dire qu'on est vieux. Mais ce que vous pouvez nous apporter, c'est votre manière de percevoir toutes ces avancées numériques. Vous avez la maîtrise des outils. Je dirais que quand vous êtes né, pratiquement, vous saviez manipuler les outils du numérique mieux que nous avons pu l'apprendre. Nous avons dû faire beaucoup plus d'efforts pour apprendre ce que vous savez presque intuitivement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de cette révolution, il ne faut pas avoir peur de devenir paresseux, et il ne faut pas avoir peur des inconvénients qui sont plus des inconvénients imaginés que réels. Merci de la question. Pour éclaircir, parce que normalement quand on nous a invités, on pensait avec mes collègues qui sont présents ici, qui sont des directeurs adjoints chargés notamment de e-learning, on pensait que les choses allaient se dérouler différemment pour donner le maximum d'informations aux jeunes, mais il s'avère que ça se passe autrement. Mais je veux tout simplement rebondir par rapport à quelque chose d'important. Parce que depuis ce matin, on a tendance à confondre ce concept de e-learning. C'est la raison pourquoi je vois ces questions qui reviennent assez souvent. Ce dont on a parlé ce matin avec les universités, ce n'est pas du e-learning, c'est des contenus à distance. Notre président d'université et le vice-président d'autres universités l'ont dit clairement, aujourd'hui, c'est une résolution, c'est une solution politique de l'État marocain face à la massification des étudiants. On n'a pas assez d'espace, on n'a pas assez d'enseignants, on est heureux d'avoir autant d'étudiants, et bien on a trouvé la solution de dire, auparavant, notre génération, c'était le polycope qu'on achetait chez le gars, l'épicier qui fait de la photocopie, aujourd'hui c'est des contenus à distance. Ce n'est pas de e-learning. C'est quoi e-learning à l'origine? E-learning, je peux vous garantir une chose, et nous avons une expérience depuis 2003, nous avons même desservi des certificats, nous étions les premiers au Maroc à conduire cette opération avec un projet franco-africain. Aujourd'hui, il y a des limites, déjà juridiques. Pourquoi? Parce que l'État marocain ne reconnaît pas un diplôme e-learning à distance. Même si aujourd'hui on monte un programme à l'INSIAS ou à l'INSI ou ailleurs, on ne peut pas délivrer un diplôme qui va vous donner un accès à l'emploi. Il n'est pas reconnu par l'État marocain. Première difficulté. Deuxième difficulté,
Dans le e-learning, il y a l'interaction. Ça veut dire que l'enseignant il est plus présent qu'en présentiel, parce qu'il doit contrôler que vous avez tout lu, que vous avez fait tous les exercices, et qu'il doit vous coacher à distance. Chose qu'on n'a pas dans le e-learning d'aujourd'hui. Rares les universités dans le monde, et rares les universités et les organisations et les institutions qui font vraiment de e-learning. Et je crois que les meilleures expériences au monde, ce sont les Australiens. On a tendance à croire que ce sont les Américains qui sont bons en e-learning, ce n'est pas vrai. Ce sont les Australiens, pourquoi? C'est parce que leur continent, il est tellement grand, la population, il est tellement réduite, que nous avons des espaces entre les maisons, et que l'Australie a trouvé cette logique de e-learning. D'ailleurs, les meilleurs câblages informatiques, la fibre, en Australie, elle passe par les rails des trains, elle passe par le courant électrique pour avoir un grand débit, pour avoir un enseignement à distance très, très fort. Et c'est la maman en Australie qui assure le relais de l'enseignant. C'est la maman. La maman en Australie, il est responsable de la formation primaire et début secondaire. Ça veut dire que l'enfant ne va quitter la maison pour aller dans les grandes agglomérations qu'une fois il a un âge de 13-14 ans. Donc e-learning, ce n'est pas ce que nous pensons. C'est la raison pour laquelle la jeune tout à l'heure se pose la question, et ce n'est pas, est-ce que ça ne va pas développer un fainéantisme? Non, ça nous fait travailler davantage. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que le fait de mettre un contenu à distance, ça... Alors, je reviens à nous, les grandes écoles. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en l'absence de cet e-learning? Parce qu'il y a l'absence, comme j'ai dit tout à l'heure, de la reconnaissance par l'État marocain. Qu'est-ce que nous faisons avec ce numérique? C'est un accompagnement par rapport à nos étudiants qui vont vite. Je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons des étudiants UNELITE, qui ont un bac plus 2 des classes prépa, qui sont passés par toutes les difficultés puisqu'ils travaillaient tout seuls. Vous savez, préparer un concours national aux grandes écoles d'ingénieurs et aux grandes écoles de commerce, ce n'est pas donné à tout le monde. Cette catégorie d'étudiants représente 0,3% de la population marocaine. C'est vraiment epsilon. Donc, ils sont vraiment des vrais soldats qui sont capables, je ne dirais pas soldats, colonels, hein, c'est comme un peu dans les films, qui sont capables d'avancer tout seuls. Lorsqu'ils arrivent chez nous, ils sont freinés par le polycope de l'enseignant. Par les quelques diapositives, il a un cours de 30 heures, le professeur lui donne 30 diapos. Ben, vous imaginez mal un étudiant en classe prépa qui avait l'habitude de descendre un ouvrage de mathématiques en 2 jours, il fait tous les exercices, il arrive avec un enseignant, pendant un mois il le traîne sur 4 diapos. Donc aujourd'hui on développe ces supports pour l'aider, comme a dit Rachid tout à l'heure, pour l'aider à aller très vite parce qu'il a une capacité d'apprentissage qui est énorme, qui est importante. Et aujourd'hui l'enseignant dans les grandes écoles, il est devenu acteur. Ça veut dire quoi? Il ne ramène pas la connaissance. Il interagit avec l'étudiant qui, lui, vient avec la connaissance, il vient la vérifier avec le professeur qui a, 1, de l'expérience, et 2, le professionnalisme. Parce que quand l'étudiant va lire sur du support numérique, sur des ouvrages, faire des exercices, il vient préparer par rapport à son cours, par rapport à un chapitre, il vient devant le professeur qui, lui, a déjà fait ça, mais en plus, il a de l'expérience, et troisièmement, il est acteur capable de mieux expliquer ça et de mieux communiquer ça. Merci, c'est Madame. Oui, c'est Najib. Pour la question, oui, vu qu'on est passé par l'expérience, le e-learning total, ça ne marchera pas ici au Maroc. C'est-à-dire, tout via la plateforme, ça ne marchera pas. Et l'expérience qu'on a vécue, ce qui marche, c'est qu'il faut moitié présentiel, moitié via la plateforme. D'une part, d'autre part, ça nous permet de découvrir, comme ce qu'a dit M. Madame, le prof n'est plus le maître, mais on découvre qu'il y a des étudiants qui peuvent faire le rôle du professeur avec leurs collègues. Des fois, lorsqu'on met des sujets à débattre, c'est eux qui encadrent, qui coachent leurs collègues, qui corrigent, et le prof, il est là pour mettre, s'il y a des choses qui déraillent, il les remet sur les rails, et ainsi de suite. Nous allons prendre une dernière question, parce qu'il y a une autre table ronde, il va falloir organiser l'amphi. Allez, 2 questions, et on ne pourra pas plus. Je suis vraiment désolé, il est déjà 16h34, on
on a juste le temps d'installer notre table ronde qui va commencer à 17h. Je vais prendre mademoiselle. Il y a un monsieur qui va me dire, parce qu'il est âgé, je ne vais pas donner la parole. D'abord. Il a décidé, donc c'est pour moi. Allez-y. C'est un Shaddad? Encore une question? Bonsoir. S'il vous plaît, d'après votre connaissance et expérience, si vous étiez à notre place étudiant, qu'est-ce que voulez-vous choisir, une université ou bien une école? Et pour le monsieur Aslam, oui, je pense. D'accord. Pourquoi toujours on trouve dans l'université ou bien dans l'école, on trouve toujours le professeur est plus proche que l'étudiant? Oui et non dans l'université. Oui. Bonsoir et merci beaucoup pour cette magnifique intervention, j'ai adoré, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Et ma question elle porte sur, en fait vous en avez parlé, c'est par hasard, vous avez dit que ça serait plus bénéfique pour le e-learning de faire moitié-moitié, c'est-à-dire le e-learning en parallèle avec une vraie formation. C'était ça ma question parce que ça m'intéresse, enfin, c'est ce que je voulais faire à un moment. Je voulais savoir si ça aide vraiment à raccourcir le processus éducatif choisi dans la mesure du temps en fait. Est-ce que ça serait bien pour moi, ou peut-être que quelqu'un est intéressé ici, de suivre une vraie formation spécialisée, c'est-à-dire que par exemple moi j'ai opté pour de l'expertise comptable et je sais que ça prendra dans les 7-8 ans, mais est-ce que ça serait bénéfique pour moi de faire en même temps de la comptabilité, c'est-à-dire une spécialisation primaire en quelque sorte, et en parallèle voilà, du e-learning concernant l'expertise comptable. Et j'ai appris que ça existait, ça s'appelle l'INTEC je pense, mais voilà, je me suis renseignée mais j'hésite et j'aimerais bien savoir si ça serait avantageux ou pas. Est-ce que je serais capable de le faire ou pas? Merci. Donc deux questions. La première est concernant le choix, et notamment sur la base du critère de la proximité étudiant-enseignant, qui, semble-t-il, il y a un grand écart au niveau de l'université, il y a une proximité plus grande au niveau de la grande école. Et la deuxième question, la dimension du temps. Est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on fait de l'économie en termes de durée d'études si on opte pour voilà, une double formation? Voilà. Concernant la première question, la proximité des professeurs avec les étudiants des écoles d'ingénieurs, effectivement, parce que le nombre il est réduit, donc il y a plus de professeurs pour encadrer un nombre d'étudiants réduit, d'autant plus dans les écoles d'ingénieurs, on fait travailler beaucoup les étudiants sur des projets. Dans les écoles d'ingénieurs, on donne la possibilité aux étudiants de produire. Donc la notion du professeur qui a le savoir absolu, elle est un peu cassée dans les écoles d'ingénieurs. Donc l'ingénieur, lui, il produit, il travaille sur des projets. D'ailleurs, quand on prend l'exemple de notre école, on a des projets de fin d'année pour chaque année, pour les étudiants. Donc c'est l'étudiant qui travaille, c'est un module à part entière. Première année, deuxième année, et en troisième année, c'est le projet de fin d'études. C'est carrément un projet de recherche de 4 mois de travail. Et croyez-moi que nous, à l'INSIAS, on a découvert que les meilleurs étudiants, ceux qui sont dans la tête, ne sont pas, en général, plutôt... ça ne veut pas dire si on n'est pas dans les premiers, on va pas réussir dans sa vie professionnelle. On a vu des cas qui étaient moyens et qui ont très bien réussi dans leur vie professionnelle. Ça dépend de la personnalité. Ça dépend de la personnalité. On a eu même des cas des étudiants qui sont brouillons dans les classes et les profs se plaignaient des étudiants, de ces étudiants,
et ils étaient vraiment, ils ont grimpé dans l'échelon professionnel d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que c'était des étudiants qui s'ennuyaient en classe. 2 heures, lui, le cours, il l'a suivi dans une autre école, il a tout compris, il est venu de s'ennuyer. Mais vu que dans notre école, il est obligé, la présence est obligatoire, il fait autre chose. Aussi, tous les projets sur lesquels on fait travailler les étudiants, on leur apprend à ce que c'est un projet qui a un deadline. Il a, par exemple, 1 semaine ou 15 jours, donc il apprend la notion de rendre un travail à temps. Et ils sont évalués dessus, donc c'est plus professionnel. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, bien sûr, les profs sont beaucoup plus proches des étudiants des écoles d'ingénieurs plutôt que des universités. Alors, juste un petit complément. Il y a une deuxième question à laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est celle de la durée. Et après, on aura l'expertise parce que c'est le magnéto. D'une part, juste 3 secondes pour compléter ce que disait M. Snaji, puisque moi je représente plutôt les écoles de commerce. Et en école de commerce, on a exactement la même démarche. Et je dirais qu'il y a 2 choses à voir. La première chose, c'est l'organisation générale d'une école de commerce par rapport à l'université fait que on traite des nombres plus faibles. C'est-à-dire qu'en fait, les promotions sont fractionnées en petits groupes de 60, 40, 20 étudiants et autres. Donc déjà, il y a cette caractéristique générale de l'organisation pédagogique qui permet de répondre très naturellement à la question. Et la deuxième chose, c'est la logique de projet, puisque de plus en plus, avec l'aide du numérique, enfin de la révolution numérique et de la réflexion qu'elle impose, mais aussi avant elle, nous avons entamé un processus de modernisation de la pédagogie, c'est-à-dire que le cours magistral ou même le cours de TD prend de moins en moins de place dans l'emploi du temps de l'étudiant. Et qu'est-ce qui le remplace? La logique de projet. On fait travailler de plus en plus les étudiants dans diverses matières, diverses disciplines et à différents niveaux sur des projets. Donc un étudiant sur l'ensemble de sa scolarité, qui peut être de 3 ans jusqu'à 5 ans, ça dépend des écoles, eh bien, va être impliqué en même temps dans plusieurs projets. Et à chacun de ces projets, il y a bien sûr un tuteur, un professeur ou un professionnel dont c'est le domaine de spécialité et qui va suivre des petits groupes de 3-4 étudiants, autant dire qu'ils les connaissent tous, comme on l'a dit précédemment au début de cette intervention, ils les connaissent presque par leur nom et un par un. Voilà. Ensuite, pour la question sur la durée, moi je ne pense pas que le e-learning ou les outils du e-learning que l'on va pouvoir mettre en place aient pour but d'accélérer le processus d'apprentissage. Parce que le processus d'apprentissage, comme beaucoup de processus, il demande son temps. En revanche, on peut être plus efficace, on peut apprendre plus de choses et surtout on va les apprendre différemment. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une formation qui traditionnellement prenait 3 ans par exemple, de l'accélérer et de la mettre en 1 an et demi. Pour moi, en tout cas c'est mon opinion, ce n'est pas le but à rechercher, mais à la rendre plus dense, plus riche, plus efficace dans la professionnalisation, oui. Ma question, Le comportement des élèves, c'est le comportement des étudiants qui reste le même. Dans l'université, les étudiants, ils rentrent quand ils veulent, ils sortent de la salle, les profs parlent, ou dakhli, ou l'adra, etc. Et on fait la même chose même dans une école. Moi, pour ceux qui vont passer le concours pour rentrer à l'ISCE, je vous le dis, hein, déjà, il y a de la discipline, il y a de la rigueur, il y a du respect. Et le respect de la bienséance, c'est le commencement de la qualité de la formation et c'est le commencement d'une bonne carrière future. Je ferme la parenthèse. Concernant la formation en expertise comptable, sachez qu'il y a 2 types de formation au Maroc. Il y a la formation en expertise comptable marocaine qui se trouve à l'ISCE. Vous êtes diplômé d'un enseignement supérieur de faculté, université, école, commerce, etc. Vous passez un concours et vous êtes, quand vous réussissez, vous êtes expert comptable stagiaire.
et vous travaillez dans un cabinet et à mi-temps vous faites une formation. Si vous voulez compléter, il y a un présentiel. Si vous voulez compléter cette formation, vous vous inscrivez à l'INTEC. L'INTEC qui relève du CNAM. L'INTEC, c'est une formation à distance. Donc vous vous inscrivez, on vous envoie des cours, vous faites des exercices, vous les renvoyez, etc. Et vous avez quelques séances de regroupement qui sont faites chez nous, à l'ISCAE. Vous passez les certificats de l'INTEC à l'ISCAE. Et si vous faites l'expertise comptable marocaine, vous le faites également à l'ISCAE. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et in fine, un dernier mot si vous le permettez. Ce qui était recherché par, je suppose, par les organisateurs, c'était de sensibiliser les élèves ou les étudiants à ces problématiques du numérique. Nous avons dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de difficultés à les mettre en place dans les écoles et dans les structures. Et que les niveaux sont différenciés en fonction des écoles. L'INSIAS est beaucoup plus avancé en matière de e-learning, etc., que ne l'est par exemple l'ISCAE, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes une école de gestion. Donc, ce qui est important, c'est ce que veut faire l'élève de cela. Si vous maîtrisez l'outil informatique à travers votre pratique quotidienne, essayez d'exploiter cela pour votre formation. Et si vous le faites, vous allez faire justement la jonction avec le présentiel, et avec cette double formation, vous aurez une compétence, parce que le plus important c'est ça, une compétence technique importante, mais il faut qu'elle soit accompagnée d'un comportement exemplaire sans lequel vous ne serez pas un très bon cadre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Malabal. Merci beaucoup, Sisnaji. S'il vous plaît, vraiment un dernier mot, parce qu'il y a une autre table ronde qu'on doit installer. Merci beaucoup. Elle a juste dit, on choisit d'aller à l'école ou à l'université. Je lui dis tout simplement, on travaille pour aller à l'école parce qu'il y a un concours. On ne choisit pas. Merci beaucoup, merci beaucoup, Joël Belbrahim. Et je vous invite à... Il y a la table ronde suivante sur les classes préparatoires.